Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Nicolas Boudot, associé du cabinet de conseil en stratégie de communication Tilder, et c'est moi qui suis chargé d'animer le premier talk show de cet après-midi avec David Monteau, qui est le directeur de la French Tech, avec Jean Decastet, qui est le président et fondateur de Fluo, et avec Olivier Goy, le fondateur et président de Lendix. Rapidement, je vais laisser la parole à chacun d'entre eux pour qu'ils se présentent plus précisément, parce que si la French Tech résonne dans la tête de chacun d'entre vous, peut-être n'en est-il pas, n'est-ce pas encore aussi précis pour Lendix et Fluo. Alors je me tourne tout de suite vers David Monteau. David, si en quelques minutes, en quelques mots, vous pouviez vous présenter, ça aiderait nos amis étudiants à mieux comprendre qui vous êtes. Allô ? Oui, donc David Monteau, je dirige un programme du ministère de l'économie qui s'appelle la French Tech et qui en fait a été lancé il y a quelques années pour promouvoir les startups en France et à l'international et essayer de structurer la communauté des startups pour les rendre aussi plus visibles, dynamiques et essayer de créer des conditions finalement pour que en France, certaines startups puissent devenir de grands leaders internationaux dont notre économie a besoin. Voilà. Merci à vous. Et c'est vrai que la French Tech est une des réussites du quinquennat précédent. Elle continue d'exister. Je suis certain que chacun d'entre vous a en tête ce petit coq un peu numérisé, qui est un label qu'un grand nombre d'entreprises du numérique, voire de start-up françaises, peuvent exhiber, qui est un vrai plus pour ces entreprises dans leur écosystème et vis-à-vis de leurs concurrents. Je me tourne vers Jean Decastet. Jean, si vous pouviez en quelques mots présenter Fluo et vous présenter aussi. Très bien, bonjour, donc je suis Jean Decastet, cofondateur de Fluo. Fluo, je l'ai créé suite à ma précédente expérience comme fondateur d'un comparateur de prix d'assurance qui s'appelle lesfurets.com. Car en effet, l'assurance est une industrie qui pèse quelque chose comme 5 trillions de dollars de chiffre d'affaires annuel et qui souffre d'un problème majeur, c'est le problème de distribution et de marketing qui représente à peu près 40% de cette somme, tout simplement parce que les consommateurs et le public en règle générale s'intéressent assez peu à l'assurance du fait de son opacité. Et justement, nous appelons Fluo parce que nous apportons une touche de clarté sur ces contrats d'assurance. Nous sommes la voix du consommateur qui, dès lors qu'il veut partir en vacances, dès lors qu'il veut partir au ski, ne sait pas s'il est déjà assuré sur sa carte bancaire, il a besoin d'une assurance automobile et il veut savoir si le prix le plus bas, il y a quand même des garanties dedans et s'il a un pépin, suite à son assurance emprunteur ou assurance habitation, il veut pouvoir être aidé. Donc nous sommes les spécialistes de l'assurance. Nous avons utilisé le mobile comme canal principal de distribution parce que grâce au téléphone mobile, nous pouvons avoir accès à ces spécialistes et à ces réponses instantanément. Merci à vous. Donc c'est vous qui nous permettez de lire les clauses écrites en pas de caractère 2 au bas des contrats. C'est bien ça? Alors nous vous permettons de ne plus avoir à les lire, de les avoir instantanément sous vos yeux sans avoir besoin de vous tuer les yeux à les lire. Eh bien, à titre personnel, merci. Je me tourne vers Olivier pour qu'il fasse comme ses camarades, qu'il se présente et qu'il présente Lendix. Bonjour, Olivier Goy, je suis le fondateur de Lendix, qui est une plateforme de prêt aux PME, aux entreprises. Je me permets un petit sondage. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des plateformes de prêt aux PME ou pas dans la salle? Non. Bon, il n'y a pas beaucoup de oui, soit il y a beaucoup de timides, soit on n'est vraiment pas connu. Et je pense que la réalité, c'est plutôt qu'on n'est vraiment pas connu, notre activité. Pour une raison assez simple, c'est qu'en France, vous ne le savez peut-être pas, mais il y avait un monopole bancaire jusqu'à il y a 3 ans en arrière. C'est-à-dire que autant un de vos amis monte une boulangerie, vous pouvez sans problème en devenir actionnaire et l'aider dans son aventure entrepreneuriale. Autant ce même ami monte une boulangerie, vous voulez lui prêter de l'argent, parce que vous trouvez sa démarche sympathique et vous voulez qu'il vous rembourse tous les mois, qu'il vous paye un intérêt pour ça, si vous faites ça, il faut le savoir quand même, c'est la base avant de sortir de votre formation, c'est 375 000 € d'amende et une peine d'emprisonnement. Donc ne le faites pas. Et ne le faites pas, ou alors venez chez Lendix. on a organisé le marché en fait pour ça, et depuis 3 ans, il y a le monopole bancaire qui s'est ouvert en France et qui fait que des particuliers comme vous tous peuvent venir avec leur smartphone prêter à partir de 20 € de l'argent à des entreprises en direct sans passer par les banques.
Et vous l'avez compris, notre grande difficulté, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'évangéliser. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté avec plaisir cette invitation. C'est d'évangéliser le public des gens qui ont de l'épargne, donc je compte sur vous pour en avoir de l'épargne. Après, vous êtes bien partis. Et puis le public des gens qui entreprennent. Et j'espère aussi que parmi vous, il y aura des entrepreneurs et qui auront envie de se financer différemment en dehors du système bancaire. Voilà, c'est ce qu'on fait chez Lendix. Aujourd'hui, on est le numéro 1 en France de ce marché. On est également le numéro 1 en Europe continentale, puisqu'on opère dans 3 pays, France, Espagne, Italie, et bientôt 5 pays en rajoutant l'Allemagne et les Pays-Bas. Merci. Je vais me retourner vers David, et c'est à vous, David, que je vais poser les premières questions. Alors, malgré tout, même si beaucoup connaissent la French Tech, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de la genèse de ce projet et des missions qui ont été les vôtres depuis 4 ans à la tête de cette mission gouvernementale? Et puis peut-être nous donner 2 ou 3 exemples pour finir des réussites de la French Tech auprès de quelques startups ou quelques entreprises du numérique qui ont peut-être pu émerger dans le débat économique grâce à vous. Donc, effectivement. Donc, première chose, c'est que le point de départ de ce projet de la French Tech, c'est de se dire, d'observer qu'on est dans une économie qui se transforme, une économie qui est aujourd'hui tirée par l'innovation. Et donc, quand on dit ça, qui innove? Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'innovation aujourd'hui dans nos économies, elle est portée par les startups. C'est-à-dire qu'elle émerge par les startups. Tous ces produits, on a pu parler un moment de disruption, tout ça vient des startups. Ça, ce sont assez peu, c'est quasiment jamais des acteurs installés qui font émerger cette innovation. Or, si notre pays veut entrer, veut être acteur de cette transformation, pour permettre aussi à notre économie de se renouveler et à cette innovation de renouveler encore une fois notre économie, eh bien, on a besoin d'avoir ce tissu de start-up dynamique. Or, on a de la chance, on a un terreau et un écosystème, une communauté de start-up extrêmement vivace en France. Et si vous voulez, c'est un peu ça le point de départ. C'est c'est stratégique pour l'avenir de notre pays. Et 2, mais en fait, on a ces entrepreneurs. Il s'est passé un truc au milieu il y a tout un changement de génération. Il y a des entrepreneurs qui sont lancés à fin des années 90, années 2000 et qui commencent à passer la main. Il y a toute une génération d'entrepreneurs qui se lancent. Il y a eu quelques crises financières au passage aussi. Et donc, il y a un élan comme ça dans la société. Si on se 2013, ou 2013-2014, c'est l'entrée en bourse de Criteo, c'est les premières grosses levées de fonds de Blablacar. Donc voilà, il se passe des choses et ça, personne ne le voyait. Évidemment, quand on est dans l'écosystème, on le voit. Mais nos concitoyens, les Français, n'avaient pas cette fierté de leurs entrepreneurs. Il faut qu'ils soient fiers de leurs entrepreneurs. Personne n'a vu venir les licornes françaises. En tout cas, c'était pas suffisamment vu, c'était pas suffisamment soutenu, et c'était ensuite pas assez vu à l'international. Et donc le point de départ, c'était vraiment ça. C'était un moment de transmettre cet enthousiasme, cet extraordinaire élan en France pour l'entrepreneuriat, et de dire que là, on a des pépites pour demain. C'est les sociétés, encore une fois, qui vont créer l'emploi et l'innovation de demain. Et donc, il faut miser là-dessus. Et donc, nous, notre objectif, donc on a créé cette initiative, ce programme, la French Tech, pour les valoriser d'abord en France. Aujourd'hui, il n'y a pas un news magazine qui ne parle pas de start-up. Toutes les semaines, on parle de start-up. Si vous projetez 4-5 ans en arrière, ce n'était vraiment pas le cas. Et donc, à un moment, c'est pour que tout l'ensemble de la population, évidemment les décideurs, évidemment les gens qui investissent, évidemment les clients, les grandes entreprises se sont beaucoup rapprochés des startups. Donc, il fallait créer ce mouvement. Donc, en France, et puis ensuite à l'international, c'est-à-dire que, le monde entier, en tout cas, positionne la France comme un des endroits dans le monde où il se passe quelque chose en matière d'innovation. Et ça, c'était très important. Et c'est pas du narcissisme. C'est qu'à un moment, on arrivera à créer de grands leaders et de grands acteurs que s'ils sont internationaux. Et ce développement international, ça suppose d'être capable, évidemment, d'être bien connecté à l'international, mais aussi d'attirer des talents, des investisseurs, que tout aille plus vite, finalement. Et donc, c'était un peu ça le pari, de positionner la France dans cette sphère mondiale. Il y a une compétition mondiale autour de l'innovation, et que la France, je crois aujourd'hui, est reconnue, plus qu'elle l'était, en tout cas, en cette dynamique. Je pense et l'écosystème peut être fier de lui. Et quand on voit ce qui s'est passé depuis 4 ans, quelques chiffres, si vous regardez le nombre de startups créées tous les ans, de création annuelle, c'est plus 30% tous les ans depuis 4 ans. Donc, tous les ans, les Français créent 30% plus que l'année d'avant. Donc il y a un vrai mouvement de création. Et si vous regardez aussi les levées de fonds, donc important, la capacité qu'ont les startups à attirer du financement et du capital, on est passé de moins d'1 milliard d'euros levés en 2013 à donc 2,5 milliards l'année dernière.
et entre 3 et 4 milliards, sans doute, en projection à la fin de l'année. Donc il y a un vrai... il y a des déterminants de tout ça, mais enfin, il y a quand même une vraie... Il y a eu une accélération qui est, encore une fois, c'est une accélération qui est menée par les entrepreneurs, hein, c'est pas l'État qui a fait cette accélération, mais l'État l'a accompagné, l'a mise en lumière et essayé de rendre ça beaucoup plus attractif. Et c'est une accélération qui est, sans comparaison en Europe, ça c'est clair, c'est l'écosystème qui s'est développé le plus vite, et même au niveau international, à taille équivalente d'écosystème, c'est un des écosystèmes qui a évidemment le progressé le plus vite. Et justement, est-ce que cette qualité de la French Tech française, de cet écosystème français qui a émergé il y a 5 ou 6 ans et qui a été accompagné par le gouvernement de l'époque et celui-ci, est-ce que cette spécificité est perçue à l'étranger, est perçue aux États-Unis, est perçue en Chine, est perçue en Afrique? Est-ce que la réputation a dépassé les frontières ou pas? Alors on a des retours là-dessus, c'est compliqué à mesurer, mais en tout cas, il y a l'image qu'on nous renvoie à l'international, oui, est beaucoup plus positive. Et les choses, je suis peut-être le plus mal placé pour le dire, mais enfin, globalement, oui, les choses ont changé. La perception, dans un certain nombre de sujets, typiquement des sujets comme les objets connectés, par exemple, on prend souvent cet exemple parce qu'il est très vif, mais il y a début de l'année prochaine le Consumer Electronics Show à Las Vegas, qui est un peu la grande messe de l'électronique grand public. Les startups françaises sont la première délégation après les Américains. Et c'est pas. Oui, c'est un signal. C'est un signal, et c'est pas l'État qui les emmène. C'est parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui développent des produits consumer en France. Il y a un vrai savoir-faire et qui vont qui se rendent là-bas pour essayer de montrer leurs produits. Et donc il y a une vraie dynamique. Ça montre la profondeur de l'écosystème. Donc oui, il y a une reconnaissance aujourd'hui. Tout n'est pas fait. Il faut aller beaucoup plus loin et tout ça prend du temps. Il faut encore que les startups puissent encore plus grossir. C'est aussi un jeu où les très gros prennent une très grosse part du succès. Est-ce que c'est pas l'enjeu? Parce que depuis quelques années, on entend que la France est un paradis fiscal pour les startups, que le lancement, les 2 premières années de vie des entreprises se passent extrêmement bien, et que toute la difficulté, justement, c'est de dépasser ce cadre des 2 ans, et que là, peut-être que la France a un peu de retard par rapport aux pays comparables, et qu'il y a un grand nombre de startups, comme vous l'avez dit, qui se créent, mais un grand nombre en parallèle qui, au bout de 2 ans ou 2 ans et demi, disparaissent. Est-ce que vous avez une vision là-dessus? La vocation d'une start-up, c'est la croissance. L'objectif, c'est parfois d'ailleurs des perceptions un petit peu erronées autour de ça. Les start-up, c'est d'abord, c'est une entreprise qui, certes, qui se construit, mais qui a une vocation à devenir très grande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une accélération extraordinaire, encore une fois, dans notre communauté en France, mais parce que si on est un peu parti, à mon avis, un peu plus tard que les autres. Aujourd'hui, par exemple, tu regardes... C'est un critère qu'on regarde parfois, le nombre d'entreprises qui atteignent des valorisations d'1 milliard, par exemple. Il y en a moins qu'au Royaume-Uni, mais il n'y a pas de raison que dans 5 ans ou dans 8 ans, on en ait moins en France. Je veux dire. Donc oui, on peut encore améliorer les choses, mais je trouve que le facteur humain est quand même très important. C'est à un moment que les gens aient envie d'y aller, que les startups, les entrepreneurs arrivent à attirer des talents. Ça, c'est très important à un moment. Et donc, il y a cette dynamique-là. Et après, voilà, il va falloir que les choses... Contrairement à la perception qu'on peut avoir, je fais une petite parenthèse, une start-up, ça ne se fait pas en 2 ans. Hein. La statistique, en moyenne, le décollage, il se fait même au bout de la 4e, 5e année. C'est-à-dire, on crée pas de... Ça prend vraiment du temps. Mais par contre, il faut aller très très vite tout le long et pendant très longtemps. Donc il y a aussi une espèce d'échelle de temps, hein, et les choses vont venir. Bon, merci à vous. Alors justement, on parlait de financement des entreprises. Alors ça me permet de me tourner vers vous. Comment vous est venue cette idée de Lendix? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais comment vous êtes passé finalement à la phase active de création il y a 3 ans ou 3 ans et demi? Vous allez nous le préciser de cette société. Déjà, l'idée, elle est assez simple. Si vous avez un tout petit peu d'expérience professionnelle, que vous avez travaillé dans des PME, vous savez que la relation avec la banque, elle est compliquée. Vous ne le sentez peut-être pas encore en tant qu'étudiant, mais vous le comprenez vite dès que vous êtes dans la vie active, que contrairement à ce que disent les banques, il n'y a pas 99,9% des PME qui reçoivent le crédit qu'elles attendent. Parce que cette statistique-là, c'est la même statistique qu'on vous a vendue dans les boîtes à bac il y a quelques années en arrière. C'est-à-dire, oui, quand quelqu'un vend 99,9% de taux de réussite, c'est qu'en fait, il sélectionne avant de présenter. Donc oui, les banques acceptent 99,9% des dossiers qu'elles ont préacceptés et présentés à un comité de crédit. Donc tout le monde savait qu'il y avait une problématique de ce point de vue-là qui était mal couverte, que les banques sont très efficaces. Elles financent dans chaque grand pays européen 80 milliards d'euros chaque année de PME, donc c'est énormément d'argent. Mais il y a plein de zones d'ombre, il y a plein de trous dans la raquette.
Néanmoins, il n'y avait rien à faire pour le combler, ce trou dans la raquette, pour une raison toute simple, c'est que c'était interdit. C'est-à-dire que l'idée même de l'index de dire je vais faire se rencontrer sur Internet de l'épargne avec des gens qui ont besoin de cet argent, c'était tout simplement, comme je vous l'ai dit, passible d'emprisonnement et d'amende. Donc personne n'avait envie d'y aller. Là, en Europe continentale, de manière générale. Et ce qui s'est passé, c'est la volonté du régulateur. En fait, nous, on est né d'une volonté politique au démarrage. Une volonté politique qui a consisté, après la crise de 2008, à dire on ne peut pas tout laisser aux mains du système bancaire, il faut aiguillonner un peu tout ça, et il faut permettre à des acteurs comme nous, typiquement, de naître. C'est pour ça qu'on s'est lancé en France. On s'est lancé en France, certes parce qu'on est français, mais également parce que c'est le premier marché en Europe continentale qui a adapté une loi dédiée pour cela. Donc là, quand on parlait d'être en pointe aussi, au niveau international, le cadre français a servi d'exemple à plein d'autres pays qui ensuite l'ont copié, à commencer par l'Espagne. Donc dès que l'Espagne l'a copié, on a fait quoi? On est allé s'installer en Espagne, on a demandé l'agrément du régulateur pour opérer en Espagne, et puis quand l'Italie a accepté également, on est allé en Italie, et voilà. Et on suit la volonté politique avec l'objectif effectivement qui est maintenant un objectif, on va dire, assez partagé par énormément de startups, qui est de s'internationaliser le plus vite possible et de créer, nous, un leader dans la zone euro, on va dire, parce que notre métier n'est pas non plus un métier qui s'internationalise, on ne va pas aller en Asie ou aux États-Unis. En tout cas, dans la zone euro, c'est notre ambition. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à titre personnel, à vous dire bon sang, ça y est, c'est le moment, j'y vais, je me lance et je crée l'index. C'est en gros, quel est le déclic? À quel moment vous avez dit ça y est, je me lance dans cette entreprise-là parce que le marché est prêt, parce que la réglementation le permet, mais il reste quand même la dernière étincelle avant de franchir le pas. Et comment elle est venue? Alors, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai créé que 2 entreprises dans ma vie. Une première quand j'avais 26 ans, que j'ai menée jusqu'à l'âge de 40 ans, et ma deuxième, l'index, quand j'ai eu 40 ans. Donc j'ai toujours été entrepreneur et toujours été dans l'univers du financement et des PME. Donc quand j'ai vu effectivement arriver, pour moi, c'est ce que j'appelle une opportunité réglementaire, forcément j'ai sauté dessus parce que ça parlait d'entreprise, ça parlait de financement, ça parlait de tech, ça parlait de réglementaire, que des choses que j'aime et que je fais depuis toujours à mon échelle, 17 ans. Et donc voilà, le déclic il est assez simple. Après, il ne faut pas trop se poser de questions non plus, c'est-à-dire que j'ai eu l'envie au mois de juin et l'entreprise était créée et financée au mois de septembre. Voilà. Vraiment, il ne faut pas non plus trop se poser de questions parce qu'à trop se poser de questions, on découvre trop de points faibles au modèle et on n'y va pas. À un moment, il faut sauter. Il faut sauter dans la piscine et se lancer. Mais je voudrais juste me permettre de rebondir sur l'intervention précédente parce qu'il y a 2-3 points qui sont très importants dans ce qui a été dit côté French Tech. D'abord, c'est qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a avant de sortir de chez soi. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, par exemple, en France, comme c'est... Alors, je vais peut-être être subversif en disant ça, parce que tout le monde dit que c'est compliqué de recruter, mais comme c'est simple d'attirer des talents, à la fois chez les jeunes et chez les gens expérimentés. Nous, aujourd'hui, on croule de CV, alors forcément de jeunes, parce qu'ils sortent de l'école, ils cherchent du travail, mais de gens qui sont dans des grandes organisations et qui veulent rejoindre des startups. Et là, il y a un vrai phénomène d'attirance des startups. Et attirer des talents n'est pas si compliqué que ça. Alors, je ne parle pas des développeurs qui sont des talents vraiment très rares et que tout le monde recherche, mais globalement, des talents en marketing, en finance, en commercial, en tout ce que vous voulez, ce n'est pas très compliqué de les attirer en France. Il y a une vraie envie, une vraie adhésion au projet startup. Les gens ont envie de donner un sens à ce qu'ils font et de se lancer à l'eau. C'est incroyable. C'est tout le contraire en Espagne. Par exemple, juste pour prendre l'Espagne. Citez-moi d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez tellement l'univers de la technologie, mais citez-moi simplement quelques success stories de l'Internet espagnol ou des serial entrepreneurs espagnols, c'est-à-dire des gens qui ont réussi plusieurs fois dans l'Internet espagnol, par exemple. Je pense que je vous laisse. En plus, il n'y a pas de réseau ici, donc je suis tranquille, vous n'avez pas sur Google, mais vous n'allez pas m'en trouver. Donc, il n'y a pas. Alors ouais, t'en as un ou deux, toi, c'est tout, mais pas plus. Non, mais la réalité, c'est quoi? C'est que je vais vous raconter juste une anecdote, mais qui est très significative. Un dimanche soir, je reçois un message sur LinkedIn d'un étudiant espagnol qui me dit « J'aimerais prendre un café avec vous. L'index, c'est l'entreprise de ma vie. » Enfin, le truc classique que vous mettez dans toutes vos lettres de motivation, qui sent le copier-coller à plein nez. Je me fais avoir, parce qu'il me flatte au passage. Il me dit que ma boîte est belle. Donc je lui dis « Ok, on prend un café lundi matin. » Donc j'étais à Madrid, ça tombait bien, je prends un café. Le gars, en l'occurrence, pose la question, me dit « Écoutez, voilà, je serais intéressé par rejoindre l'index, mais expliquez-moi ce qui va faire que l'entreprise ne va pas mourir. » Alors je trouve sa question intéressante, pertinente, donc je réponds une première fois. Enfin, en tout cas, pas mourir tout de suite. Pas mourir tout court, j'aurais pas su répondre. Pas mourir tout de suite. Puis il me la repose une deuxième fois, puis une troisième fois, puis je me suis dit, mais écoutez, c'est quoi votre problème exactement? Il me dit, ça fait 6 mois que vous êtes au chômage, vous n'avez pas de job, quel est votre risque si je vous dis qu'on a 2 ans de financement devant nous? Et en fait, le gars me dit, oui, mais quand même, travailler dans une start-up, c'est dangereux. Et ça, c'est assez incroyable. C'est la résistance au risque qui est très, très vraie dans les autres écosystèmes où il n'y a pas eu tout ce travail, toute cette envie, cet effet d'imitation.
Et puis le deuxième point, vous posiez la question de l'attirance. Oui, est-ce que ça se mesure à l'étranger? Est-ce que pour autant, on est reconnu qu'on est français? Alors, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas reconnu parce qu'on est français. Est-ce que le coq de la French Tech résonne? Alors, je ne l'avais pas mis ce jour-là, j'aurais peut-être dû le mettre. Je ne l'avais pas mis ce jour-là. Mais moi, je le mesure par un autre phénomène, qui est le nombre de fonds américains, notamment, qui nous contactent pour nous financer. Et je suis assez agréablement surpris depuis 3 ans, depuis que l'Endix gagne un peu de visibilité sur le plan international, par le nombre d'appels entrants spontanés qu'on a de financiers hors France et même hors Europe qui nous appellent avec l'envie de regarder ce qu'on fait pour devenir actionnaire de l'entreprise. Oui, ça c'est un marqueur. Et ça c'est un vrai marqueur et des vrais jolis noms. Oui, donc ça c'est vraiment quelque chose de très sympa et qui montre justement la capacité d'attraction du territoire France et Europe, je pense, de manière générale. Merci à vous. Jean, comment est venue l'idée de Fluo ? Est-ce que c'est en lisant les petites clauses pas de caractère 2 ou est-ce que c'est quelque chose de plus intelligent que ce que je viens de dire? Non, mais c'est très simple. Moi, j'étais à votre place il y a quelques années. Je faisais un master, un MBA, pas très loin d'ici, à Fontainebleau. Et en fait, j'avais vu beaucoup de belles entreprises venir recruter sur le campus, dans le consulting, et c'était en particulier, donc c'était des gens très bien habillés, qui parlaient très très bien, qui avaient une vie fantastique avec des projets fabuleux. Ensuite, on a vu des banquiers qui sont venus, qui parlaient encore mieux, qui avaient une vie encore plus fantastique et qui gagnaient encore plus d'argent. Les consultants étaient pas mal, hein, mais qui gagnaient encore plus d'argent. C'est moche. Et c'était fantastique. Et enfin, on a vu des entrepreneurs, donc pas beaucoup moins, et qui étaient tout nus dans leurs chaussures, enfin pas tout nus, enfin qui avaient les pieds nus dans leurs chaussures, excusez-moi, et qui étaient en jean, chemise ouverte. Et là, on se dit, voilà, on a quand même plusieurs profils de vie différentes, mais en fait, c'est clairement à eux que je veux ressembler. Donc l'idée, elle est venue comme ça, c'est très très simple, c'est sur des choix de vie. Et c'est très déterminant de savoir ce que effectivement vous voulez faire dans votre vie, parce que de rejoindre une start-up ou de devenir entrepreneur à votre âge, ça va être beaucoup plus facile que dans 10 ou 15 ans, quand vous aurez des obligations, quand vous aurez un train de vie. Donc effectivement, le premier sujet, c'est de savoir ce que vous voulez faire et de toujours être maître de votre destin. C'est très facile de se glisser dans les chaussures, dans les costumes d'un autre, et ensuite de suivre des rails sans forcément être toujours très heureux, mais voilà, il y a des ambitions, il y a des promotions, etc., qui vont dicter votre vie. Alors que c'est plutôt l'inverse quand on est entrepreneur. C'est vous qui allez dicter vos promotions, c'est vous qui allez faire vos propres choix et les assumer. Donc c'était vraiment ce premier déclencheur. C'était un choix de vie finalement. Ah, complètement. Ah oui, ça c'est hyper intéressant parce que voilà, on voit que multiples professions s'ouvraient à vous et que celle qui vous a le plus plu, c'est celle qui était finalement la plus libre ou qui vous donnait le plus de liberté, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Alors, c'est pas plus de liberté, parce qu'en fait, on n'est pas forcément plus libre, mais c'est dans laquelle on allait le plus s'épanouir et le plus se révéler. En fait, auparavant, moi, j'avais été banquier, et c'est une très belle profession. Je me suis beaucoup amusé quand j'étais banquier. J'ai même été dans la marine encore avant. Et chaque fois, c'était des professions fabuleuses, mais on s'aperçoit qu'en fait, on va rentrer dans des schémas de carrière ou dans des schémas de vie qui ne vont pas forcément complètement nous appartenir. Et on va, en fait, en termes de leadership, on va plus subir que d'entraîner les gens avec nous. Et du coup, ça a été facile de créer Fluo? Alors, ça a été facile, oui et non, parce qu'en fait, donc, moi j'avais fait un petit comparateur de prix. Enfin, maintenant, c'est un grand comparateur de prix, parce que c'est le leader en France. Mais ça m'a permis en fait, d'analyser les forces et les faiblesses. Ça m'a permis aussi d'être à l'initiative d'un changement de loi. Je n'ai pas attendu que la loi change. J'ai été voir le régulateur en lui disant voilà, c'est incroyable. Et ça, c'est la liberté que vous avez quand vous êtes entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème. C'est vous qui apportez la solution. Vous n'attendez pas que X, Y ou Z apporte la solution. Et typiquement, voilà, on peut vous le révéler parce que ça n'a pas été public, mais cette loi qui permet de changer d'assurance quand on le veut, elle est venue d'entrepreneurs. Elle est venue en fait tout simplement de defuré.com. C'est moi qui suis allé voir le ministère de je sais plus trop quoi, l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs, les régulateurs, etc. Et on a été leur dire voilà, il y a une très bonne idée qui serait de rendre des milliards d'euros aux consommateurs français en leur permettant tout simplement de pouvoir choisir quand ils le souhaitent leur assureur en automobile, en habitation. Et là bientôt, on espère
en emprunteur. Et la rebelote, l'emprunteur, c'est 4 ou 5 milliards à redistribuer à tous les Français tous les ans. Et donc, d'être entrepreneur, ouais, c'est ce type d'opportunité qui s'offre à vous. C'est de vous dire, voilà, il y a un problème, j'apporte une solution, et vous n'attendez pas que ce soit tel comité ou telle personne, et puis des coûts en 3 ou 4 bandes. Vous prenez votre ordinateur, vous envoyez des mails, votre téléphone, vous provoquez des réunions, vous expliquez clairement les enjeux, et avec un petit peu de chance, paf, 6 mois plus tard, ça devient une loi. Ça devient une loi, et donc ça vous permet aussi de vous repositionner. Et donc, comme moi j'avais déjà créé une première entreprise, un peu comme Olivier, ben voilà, la deuxième c'est quand même 2 fois plus facile. Et comme il y avait l'émergence de l'utilisation des téléphones mobiles, c'était l'opportunité de se dire voilà, on va réinventer complètement la relation avec des consommateurs, des Français, même des Européens, avec leurs assurances. Parce que l'assurance est un superbe service qui permet de faire face à des dépenses auxquelles vous ne pouvez pas faire face seul. Typiquement, vous prenez votre voiture, vous renversez un père de famille, ben, ça coûte simplement 5 ou 10 millions d'euros. Et où ça permet de mutualiser les dépenses, en optique en particulier. Au lieu de payer 500 € la paire de lunettes, les assureurs les payent 200 €. Et donc, c'est un superbe service, mais qui est très mal commercialisé. Et donc, on est parti de ce principe-là, et tout l'enjeu, c'est de permettre aux consommateurs de comprendre ce qu'il y a derrière et de les utiliser. C'est garanti. Et vous, votre marché, il est français ou vous avez des velléités à l'international dans les pays voisins comme votre voisin, justement ? Alors, nous avons plusieurs industries, parce que nous occupons de l'assurance automobile, l'assurance emprunteur, santé, mais aussi des assurances type voyage, type ce qu'on appelle affinitaire. Et sur ces assurances-là, affinitaires, en fait, nous opérons déjà dans 5 autres pays. Parce qu'on est vraiment une solution très tech, et donc effectivement, on est capable d'aller très très vite à l'international. Bon, ben voilà, on voit que finalement, 2 modèles de la FinTech, mais qui appartiennent à la French Tech, ont une capacité d'aura et de développement international. Moi, j'ai une question à vous poser, Olivier. Vous nous avez donné de manière théorique l'action de votre entreprise, mais là on est entre nous, personne ne nous regarde, personne ne nous entend. Quelles sont les entreprises que vous avez réussi à financer et que probablement les étudiants dans la salle connaissent ? Et concrètement, juste pour comprendre exactement votre modèle économique. Alors, on va commencer par les entreprises du quartier. Il y a Hard Rock Café, là, juste en face. Alors, on n'a pas financé celui-là, on a financé celui qui est à Valence, en Espagne, qui est venu emprunter sur l'Endix. On aime bien la restauration. Notre premier emprunteur sur l'Endix, c'était Alain Ducasse, qui est venu emprunter pour 3 de ses restaurants et sa chocolaterie. On a financé les pressings 5 à sec, par exemple, pour vous donner quelques noms que vous connaîtrez. Mais surtout, je serais encore plus fier de vous donner tous les noms que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire des petites entreprises, puisqu'on finance aussi bien des entreprises qui ont 3 salariés et 250 000 € de chiffre d'affaires, donc qui seront inconnus de vous ici, jusqu'à des entreprises, effectivement, qui peuvent faire plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut savoir, qu'on finance des entreprises au sens large, qu'elles viennent chercher 30 000 € ou 3 millions d'euros de prêts, qu'ont tout en point commun, c'est qu'elles ont un projet de développement et que sur ce projet précis, la banque ne sait pas forcément répondre correctement. Correctement, ça veut dire quoi ? Rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, une entreprise qui soumet sa candidature sur l'Endix en quelques clics sur son téléphone, elle va avoir une réponse en 48 heures et son argent en 48 heures maximum. Ça, c'est la première promesse. Et la deuxième promesse, c'est financer les besoins sur lesquels les banques sont plutôt récalcitrantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez typiquement financer des recrutements, de l'immatériel, du marketing. Les banques, elles aiment un peu moins. Vous voulez financer une machine qui ne sera pas en France, sur laquelle la banque pourra prendre en nantissement. Vous voulez mettre cette machine aux États-Unis, en Suède, ce sera plus compliqué. Voilà, donc c'est typiquement ce genre de besoin que l'on couvre. Merci à vous. J'ai une dernière question pour vous, David, avant de laisser la parole à la salle. C'est un peu la même question un peu secrète. On est entre nous. Vous pouvez nous donner le nom des 2 ou 3 licornes futures de françaises qui vont émerger demain, celles que vous surveillez, celles qui ont reçu votre label et qui sont en train de croître? D'abord, une précision, toute start-up française fait partie de la French Tech. Il y en a des start-up qu'on labellise, etc. Je disais 2 noms au hasard, l'Endix et Fluo. Ça me paraît pas mal. C'est malin. Maintenant, on va laisser la parole à la salle et aux étudiants. Il y a des micros qui sont à votre disposition. Il vous suffit de lever la main pour qu'on vous donne la parole. Il y a un monsieur devant.
Merci. Bonjour, je m'appelle Enoch. Je vais poser une question à Monsieur Lendix. Voilà, je me rappelle de votre Monsieur prénom. Non, mais je préfère que vous reteniez Lendix que mon nom, c'est plus important. Appelez-moi Monsieur Lendix, c'est parfait. Pas de souci. En fait, ma question, c'est est-ce que vous envisagez dans le futur prêter de l'argent aussi aux startups ou non? Ou non? Non. Alors, au risque de décevoir une grande partie de la salle, non, je ne compte pas prêter de l'argent aux startups parce que je pense que les startups ne doivent pas se financer que de la dette. Quand on crée une startup, par définition, on prend un risque qui est très important. On ne sait pas si le projet va marcher ou pas, hein, c'est ce que vous soulignez tout à l'heure. C'est normal qu'il y ait des startups qui disparaissent. Donc quand on cherche à se financer en tant que startup, il faut qu'on cherche ce qu'on appelle des actionnaires, des fonds propres, et non pas de la dette. Donc financer une startup par de la dette, c'est très dangereux. Peut-être que vous trouverez quelques banquiers qui vous prêteront de l'argent. Alors soit ce sera une petite poche sociale qui leur permettra de dire en 4x3 dans la rue qu'ils financent les startups, c'est plan communication on va dire, ou alors c'est parce que tout simplement ils vous ont pris une caution personnelle et ce sera vous le grand perdant à la fin. Donc en conseil, ne perdez pas de temps si vous êtes un fondateur d'une start-up, allez chercher un prêt à la banque. Ça, j'en vois plein qui font l'erreur, malheureusement, d'entrepreneurs. Et ils sont désespérés, ils disent les banquiers ne m'ont pas compris. Non, ce n'est pas que les banquiers ne vous ont pas compris. C'est qu'à un moment donné, quand vous avez un projet qui est risqué, il faut avoir des gens qui sont prêts à supporter ce risque. Et donc, s'ils gagnent, ils ne vont pas gagner quelques pourcents, qui sera les intérêts du prêt, mais ils vont vraiment peut-être faire avec vous 2, 3, 4 fois la mise, etc. Bonjour, Estelle Joumessi, manager RH. Ma question va à Monsieur Lendix également. Elle a 2 volets. Le premier, c'est vraiment quelles sont les conditions pour un entrepreneur quelconque qui voudrait avoir un prêt chez vous. Et le deuxième volet, comment ça se passe réellement? C'est-à-dire, je suis X, je viens vers vous pour mettre une mise. Quels sont les avantages pour moi de vous confier de l'argent que vous allez prêter après aux autres? Merci. Alors, effectivement, il y a 2 volets à votre question. Le premier, les 2 grands critères pour emprunter de l'argent, c'est faire 250 000 € de chiffre d'affaires minimum et être rentable. Voilà. Donc ça, c'est les 2 grands critères. N'importe quelle activité, du moment que c'est une entreprise française, espagnole ou italienne pour l'instant, 250 000 € de chiffre d'affaires et être rentable. Et vous allez sur le site, du moment que vous avez un peu de réseau, vous testez, vous mettez votre numéro sirène, le nom de votre entreprise et c'est parti. Après, côté prêteur, l'avantage, c'est quoi? C'est tout simplement que qu'est-ce qui motive nos prêteurs à venir? Il y a 2 grandes choses qui les motivent. Un, c'est ils sont très motivés par le fait d'avoir un impact grâce à leur épargne. C'est-à-dire que, pour modifier un tout petit peu ce que vous avez dit, c'est que vous ne venez pas confier de l'argent à M. Lendix qui va choisir les PME auxquelles il prête, c'est vous qui choisissez les entreprises qui vous plaisent. Donc quand vous venez sur Lendix, vous allez voir peut-être le Hard Rock Café, vous allez voir Alain Ducasse, vous allez voir 5 à Sec, vous allez voir la boulangerie du quartier. C'est vous qui choisissez celle à qui vous avez envie de prêter de l'argent, celle où le projet vous plaît et où le risque vous semble en valoir le jeu. Donc c'est vous qui choisissez, et ce qui vous motive enfin, c'est tout simplement que vous allez avoir un rendement sur votre épargne à une époque où si vous ne prenez pas de risque, de toute façon, vous ne ferez pas d'argent. C'est très clair. Aujourd'hui, no risk, no gain, c'est très, très clair. Vous n'avez qu'à le voir le livret A. Si vous avez un petit peu d'épargne, c'est certes liquide, c'est certes sans risque, mais c'est certes sans rendement aussi. Une autre question peut-être de la salle? Oui, bonjour. Monsieur. Ma question se pose à Monsieur De Castet et plus généralement à tous les 3. Vous créez en 2009 Assurmieux. Vous vous faites racheter une année plus tard par BGL. Est-ce que vous n'estimez pas que les startups sont vouées à se faire racheter en permanence, qu'il y a un gap que vous n'arrivez pas à passer avec les startups, où vous êtes obligé de vous faire racheter par des plus gros groupes? Alors dans le cas particulier, en fait, c'est un peu différent. On l'a créé effectivement en 2006 même, Courtanet qui a changé d'actionnariat en 2010. Moi-même, je suis resté dans cette entreprise jusqu'en 2013, fin 2013. Et effectivement, donc, c'est ce groupe anglais qui a racheté l'entièreté du capital. Pour information, là, ce groupe anglais vient de faire une augmentation de capital sur des valorisations de 2 ou 3 milliards. Et il y a 3 acteurs dans la comparaison de prix en Angleterre qui sont sur des valorisations à peu près du même niveau, entre 2 et 4 milliards d'euros. Alors qu'en France, bon, maintenant les Furets sont le leader, mais auparavant c'était Assurland qui était sur une valorisation en tant que leader de l'ordre de 150 millions d'euros. Donc, au-delà de se faire racheter ou autre, l'idée c'était de profiter du savoir-faire. Et effectivement, là on est en Europe, et là c'était fabuleux parce qu'on a eu accès à un savoir-faire très fort
en marketing, en plus effectivement de moyens financiers conséquents. Là, on parle de dizaines de millions d'euros qui ont été injectés pour créer la marque Les Furets. Est-ce qu'on n'a pas vocation à se faire racheter? J'aurais eu tendance à dire oui et non. Ça dépendra de votre histoire, ça dépendra de votre impact. Pour regarder typiquement Facebook avait eu des propositions d'être racheté. Ils ont failli se faire racheter à 500 millions 2 ans avant leur introduction en bourse. Ils ont refusé. Tout le monde avait dit que c'était une erreur. Bon, maintenant, ils ont pu se croître tout seuls. Ce n'est pas une vocation d'être racheté. Nous, notre vocation, c'est clairement servir le client le mieux possible. Et ensuite, il y a des opportunités qui nous permettent d'accélérer. C'est comme ça que je vois les choses. Mais vous n'estimez pas qu'il n'y a pas un gap à chaque fois pour les startups qui n'arrivent pas à passer? Non, mais vous avez raison. C'est très clair que le principal problème qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est des entrepreneurs qui n'ont pas le courage d'aller assez loin, de mener l'aventure jusqu'au bout, et qui craquent à 50 millions, qui craquent à 75, qui craquent à 100. Il y a pas mal de cessions d'entreprises dans ces zones de prix. Il n'y en a pas beaucoup au-dessus. Il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage d'Xavier Niel avec Free. Il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage d'un OVH, vous ne connaissez peut-être même pas d'ailleurs, dans l'hébergement, mais qui crée une entreprise qui est totalement incroyable. Ça demande vachement de courage de résister à la pression du chèque, surtout quand vous avez créé une entreprise très jeune et qu'on vous amène quand même en chèque qui vous change la vie, quand même concrètement. Et ce qui vraiment maintenant, à mon avis, va changer et qui va faire qu'on va pouvoir créer des vrais leaders en Europe et en France en particulier, c'est qu'on a des serial entrepreneurs, des gens qui auront déjà de toute façon compris ce que c'était que de gagner de l'argent, qui ont vu qu'en fait ça ne change pas vraiment la vie. Enfin, on est très content, on a un appartement plus grand, mais comme on dit, on mange tous que 3 fois par jour, et qui auront une ambition qui sera différente. Et ça va énormément changer de choses. Je peux vous dire que moi, je l'ai vécu dans ma vie professionnelle précédente. J'ai eu la chance, énorme chance, avec mon fonds d'investissement précédent, de mettre le premier million d'euros dans Criteo. À 100 millions d'euros, on a eu une offre de rachat. On s'est tous posé la question, à 100 millions d'euros, de dire, on cède. Et puis en fait, il y a eu un truc qui a été très intelligent, c'est qu'en fait, on a dérisqué tous ceux qui avaient besoin d'être dérisqués. C'est-à-dire que tous ceux qui, autour de la table, avaient besoin de s'acheter leur premier appartement, de leur première voiture, de gagner un peu d'argent pour mieux vivre, ils l'ont fait. Ils ont cédé une petite partie de leurs actions, ils ont soufflé, et ils se sont remis au travail avec toute l'ambition qu'on connaît à Criteo, qui aujourd'hui, nous, il a bien fallu qu'on sorte un moment, mais on est sorti, l'entreprise valait 2 milliards. Notre million d'euros était devenu 80 millions d'euros. Et on avait pu pousser l'aventure jusqu'au bout. Et c'est toujours aujourd'hui une entreprise qui est indépendante, qui est cotée sur le Nasdaq. Et voilà, et ça c'est un vrai exemple. Mais il faut vachement de courage pour aller jusqu'au bout. Il faut vachement de courage et il faut vachement d'alignement d'intérêt entre les fondateurs. C'est rarement une entreprise, un seul fondateur, une seule équipe. Donc il y a plein d'entreprises qui se sont cédées en France, non pas que le fondateur il n'avait pas envie d'aller jusqu'au bout, mais il avait peut-être des actionnaires qui le poussaient à céder, il avait peut-être des cofondateurs qui lui disaient attendez, moi c'est fini, maintenant il faut que je prenne mon chèque, j'arrête, etc. Et vous n'allez pas continuer l'aventure forcément tout seul. Donc malheureusement on n'est pas dans un cercle assez restreint pour que je vous donne les noms des belles pépites qui se sont cédées récemment à cause de ces problèmes-là. Donc c'est très très compliqué de résister, c'est très compliqué. Mais néanmoins, avec la multiplication des serial entrepreneurs, moi je suis sûr qu'on aura des vrais grands acteurs. Et si on a des vrais grands acteurs, c'est la seule manière de s'en sortir, parce que la réalité quand même, désolé là je prends le contre-pied de ce que je disais tout à l'heure, mais c'est qu'on est quand même des nains. On est des énormes nains. Il y a KPMG et H2 Venture qui ont créé un grand classement des 100 fintech au niveau mondial. On a doublé le nombre de fintech françaises dans le classement. On est passé à 6. L'index est une des 6. C'est génial, 6, mais par contre, nous qui sommes dans les 50 premiers, mais on a juste rien à voir avec les 10 premiers. Les 10 premiers, mais c'est tellement plus gros que nous. Mais tellement plus gros que nous. Il faut avoir en tête, je vous donne juste un chiffre pour qu'on comprenne la différence, c'est que, vous connaissez Alibaba ou pas? Forcément. Alibaba, la progression de la capitalisation d'Alibaba, je ne parle pas de la capitalisation, je parle juste de la progression de la capitalisation d'Alibaba depuis le 1er janvier de cette année, c'est plus que la capitalisation totale de LVMH plus le groupe Total. Ça vous donne une idée de l'ampleur. Donc après, nous, on peut faire cocorico en disant qu'on a une entreprise qui vaut 1 milliard en France, mais la réalité, c'est qu'on est des nains. Et si on veut changer de statut à ce niveau-là, il faut vraiment qu'on en ait qui acceptent d'aller au bout de l'histoire et qu'on comprenne que céder une entreprise à 50 ou 100 millions d'euros, c'est bien, mais c'est juste, c'est pas la moyenne, quoi. Voilà. Et ça, c'est un vrai challenge qu'on a collectivement. David, vous voulez réagir à la question que je t'ai posée sur la session des la bonne réponse. Moi, je vais juste dire, si je prends le problème inverse, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aussi pas assez ça fait aussi partie de la vie des startups d'être acheté pour certains. Après, il y a des sujets de valorisation et d'aller au bout. Et je pense que tout ce que tu as dit, c'était exactement la bonne réponse. Après, il y a aussi besoin pour les investisseurs de faire des sorties, de recycler l'argent, etc. Donc, c'est aussi important, ces sorties industrielles.
Et on a aussi un niveau en France et même en Europe au global, même si ça progresse encore très vite, qui est sans doute, quand on compare en particulier aux États-Unis, ou même à l'Angleterre, un peu insuffisant en termes de valorisation en particulier et de nombre. Donc c'est aussi une marge de progression. L'Europe est riche de ces grandes entreprises, hein, il y a beaucoup de grandes entreprises, alors, effectivement avec des croissances qui sont pas les mêmes que celles d'Alibaba, mais à l'inverse, il y a aussi besoin de ça. Par contre, le vrai sujet, c'est celui qui va jusqu'au bout et qui, à un moment... Moi, je sens quand même dans l'écosystème une vraie ambition très très forte qu'on sentait peut-être moins il y a quand même peut-être 10 ans, je ne sais pas. Et donc, il y a vraiment ça dans les entrepreneurs. On démarre et on a envie de créer quelque chose de très grand. Alors après, il y a des sujets d'alignement d'intérêt en passage, effectivement. Mais je sens en tout cas que cette ambition est là. Voilà. Merci. Y a-t-il une autre question de la salle? Bonjour. J'ai une question pour Monsieur Leyndix aussi. Pas en dessous de 250. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Le micro, il y a une micro a bugué juste au moment où il ne fallait pas. Pourquoi vous ne prêtez pas en dessous de 250 000 De 250 000 euros. Alors, d'abord, on progresse. C'est-à-dire qu'au début, on ne prêtait pas au-dessous de 750 000 euros. Puis après, on est descendu à 500 000 et maintenant 250 000. J'espère bien qu'on va baisser encore. Pourquoi on ne descendait pas au-dessous? Parce que, en fait, de traiter un dossier, ça coûte de l'argent. Et plus il est petit, enfin, qu'il soit petit, que ce soit une société de 250 000 euros de chiffre d'affaires ou d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça coûte grosso modo la même chose. Et au fur et à mesure qu'on s'améliore en technologie, au fur et à mesure comme disent les Anglais, qu'on scale, c'est-à-dire que notre technologie nous permet de traiter avec la même efficacité un petit qu'en gros dossier, on baisse ce seuil. C'est pas un snobisme, au contraire, on est le plus démocratique possible. J'espère, si j'étais invité à parler ici l'année prochaine, vous annoncer que je suis à 150 000 ou 100 000. Voilà. Et de la même manière, aujourd'hui, c'est 30 000 euros le prêt minimum. C'est aussi pour une question d'efficacité. Mais je serais ravi de pouvoir faire des prêts à 5 000 euros parce qu'il y a parfois un boulanger, il n'a pas besoin de 30 000 euros, il a juste besoin de 5 000. Ok, merci. Je crois qu'il y a la directrice qui veut poser une question. En fait, il n'y a que les étudiants qui ont le droit de poser des questions. Le micro est réglé comme ça. Donc on vous entend presque du premier rang. Sinon, on répétera la question pour la salle. Je voudrais que la salle entende parce que ça concerne nos étudiants. Alors, j'ai une question pour tous les trois qui concerne à la fois les dirigeants de business school, bien sûr, mais aussi nos étudiants ici présents. Vous avez dit, Monsieur Leyndix, tout à l'heure, c'est très facile d'attirer des bons talents. Ok, mais alors ces talents dont on a besoin, que ce soit à l'international ou en France d'ailleurs, qui sont-ils? Comment vous voulez les sélectionner? Quels sont à la fois les talents plutôt d'aptitude et comportementale que vous attendez? Vous parlez tout à l'heure de prise de risque, de courage. C'est pas facile à enseigner en école de commerce. Est-ce que la compétence prime, la compétence connaissance? Est-ce que c'est plutôt des valeurs humaines? Enfin, est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur ce que vous attendez des profils de ces jeunes entrepreneurs? Olivier? Alors, je veux dire, moi, les profils qu'on a recrutés, notamment en se concentrant sur uniquement les jeunes diplômés, et les profils qui me plaisent le plus, c'est une énorme capacité de travail. C'est ça qu'on aime. Et si je veux tordre l'idée enfin, le coup à une idée largement répandue, c'est que les startups, c'est un lieu juste cool. C'est pas vrai, c'est un lieu où on travaille beaucoup. Les startups, c'est pas un triptyque quinoa, baby-foot, Haribo. Ne venez pas, sinon vous allez être très déçus. Il y en a, mais c'est pas notre raison de vivre. C'est juste un piège, ça pour vous faire travailler plus, sachez-le. Donc on veut des gens qui travaillent dur. Ça, c'est très clair. La deuxième chose, c'est qu'on veut des gens qui soient en permanence curieux. Et ça, moi, j'adore dans cette nouvelle génération, en tout cas ceux qui sont chez nous, c'est cette envie d'apprendre en permanence. Cette envie ils ont un problème, ils ne viennent pas se plaindre qu'il y a un problème, ils trouvent la solution par eux-mêmes, ils implémentent, ils cherchent, ils se forment, ils vont sur des tutos, des cours online, des masterclass, n'importe quoi. Ça, j'adore. Et j'adore ça. Et ça, c'est un peu, si je prends l'antipode, pour avoir travaillé dans une entreprise plus classique, du quadra que je suis, qui va se plaindre du truc qui ne marche pas, que quelqu'un pourrait quand même s'en occuper, de lui faire la vie plus facile. Non, voilà. Et ce côté, je résous moi-même les problèmes. Donc ça, vraiment, c'est ce qu'on recherche chez la jeune génération. Et je trouve que c'est là où vous avez un vrai talent, c'est ce côté démerdard. Et ça, on le recherche vraiment. Et encore une fois, je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure. S'il y en a parmi vous qui ne veulent pas travailler dans une start-up, mais créer leur entreprise, ne complexez pas de votre âge, de votre jeune âge. Moi, j'ai fait ma première entreprise à 26 ans. Au contraire, vous avez une chance incroyable, je le redis pour paraphraser ce que tu dis, mais c'est vous êtes insubmersible à 26 ans. À 26 ans, on ne craint rien. On n'a pas de
on n'a pas de charge de famille, on vit de rien. Personne vous observe, personne regarde ce que vous faites. Vous pouvez tracer votre chemin tranquillement, vous pouvez vous tromper tranquillement, personne ne vous jugera, ce qui est tout le contraire de 40 ans. À 40 ans, tout le monde vous juge, tout le monde vous attend au tournant. À 26 ans, vous êtes insubmersible, un petit peu d'abus de bien social sur l'entreprise et vous êtes payé à manger et vous avez payé vos déplacements. Donc ça marche très très bien. Donc n'hésitez pas si vous avez envie par hasard de le faire. Jean, peut-être une réaction à la réponse de Madame la directrice. Ce qu'on va chercher, ça va dépendre des postes, hein, mais effectivement, le tronc commun, c'est effectivement grosse capacité de travail, des valeurs humaines, parce que notre job en tant que chef d'entreprise, c'est de développer des collaborateurs, des équipiers qui vont développer le business. Donc, il faut avoir une très forte envie de progresser, une très forte envie d'apprendre. Effectivement, ça passe par la curiosité, par du travail. On est dans le digital, donc grosse aisance avec les chiffres, sans être sorti de Maths P forcément, mais on fait des règles de 3, 5 fois par minute, hein, donc il faut être très très à l'aise et on ne peut pas se tromper parce qu'on décale de plusieurs dizaines de milliers d'euros des campagnes publicitaires. Ensuite, c'est du très bon relationnel, donc il faut prendre conscience qu'effectivement, encore plus en start-up, 1 plus 1, il faut que ça fasse 3. On ne peut pas faire 1 plus 1 égale 0,5 ou égale 2, sinon on n'a pas d'avantage compétitif. Nous, notre avantage, c'est qu'on va développer des gens, je vous le dis encore, là, on est capable d'aller voir n'importe qui des ministères pour leur dire maintenant cette loi elle n'est pas bonne, paf, voilà, est-ce que vous ne pouvez pas changer celle-là pour avoir une nouvelle loi. Donc il faut avoir cet état d'esprit et puis il faut être suffisamment crédible. Et pour être crédible, il faut avoir tout ce background derrière, d'aisance d'équipe, d'aisance commerciale. Pour changer les lois dans les ministères, il y a des cabinets de lobbying et de relations publiques, j'en connais un très très bien, qui est très, très efficace. Une autre question de la salle ? Bon, on vous entend. Alors la question, c'est comment on motive les gens à travailler beaucoup, autre que par le salaire. Alors c'est vrai que dans les startups, il n'y a pas toujours moyen de payer aussi bien que dans des grands groupes. En tout cas, il n'y a surtout pas autant d'avantages à côté, type comité d'entreprise, voiture de fonction. C'est des choses typiquement dans les fonctions commerciales où on est habitué dans des grands groupes à avoir ce genre d'avantages qu'on retrouvera quand même très très rarement dans des startups. D'abord, je pense qu'il y a deux choses. Vous êtes motivé, je ne pense pas que vous pensiez à votre feuille de paye tous les matins. Et ce qui vous motive, d'ailleurs même en tant qu'entrepreneur, hein, ce qui vous motive, ce n'est pas la valeur de vos actions, la valeur de votre entreprise, on en parlait tout à l'heure, des licornes, etc. C'est bien, mais ce qui vous motive, c'est l'envie de faire quelque chose et d'avoir la liberté de le faire. Je pense que c'est déjà avoir un sens dans ce que vous faites au quotidien. C'est ça qui est la première des motivations qui est clé. Et puis je pense que surtout, il y a une culture du partage dans l'entreprise, dans la start-up, qui n'est pas forcément le cas dans un grand groupe. C'est-à-dire que je vois aujourd'hui, nous, on est 66 personnes, pour être précis, chez Lendix. Il y a déjà une grosse moitié, parce qu'il y en a qui viennent tout simplement d'arriver, mais qui sont actionnaires de l'entreprise. C'est-à-dire soit qui ont investi leur propre épargne, soit à qui on donne des options, des bons de souscription de créateurs d'entreprise. Donc un intérêt capitalistique à la réussite du projet. Et ça, c'est pas toujours facile, j'avoue, à le vendre à des jeunes diplômés. Parce qu'il y a quand même la composante cash de la rémunération qui est bien plus valorisée que la composante action. Néanmoins, je vous le dis très clairement, on ne s'enrichit jamais grâce à un salaire. Mais jamais. C'est impossible. Chaque fois qu'on vous augmente le salaire, vous verrez qu'il y a un miracle dans la vie, c'est que vous le dépensez. J'ai jamais vu quelqu'un économiser, devenir riche en économisant son salaire. Ça n'existe pas. Par contre, j'ai vu plein de gens devenir riches, y compris dans les entreprises que j'ai créées avant, en devenant actionnaire de l'entreprise, c'est-à-dire à un moment, en acceptant de gagner moins sur la composante cash. Et ça, c'est quand je vous parlais tout à l'heure, vous êtes insubmersible à 26 ans, c'est très simple de créer son entreprise. En revanche, ça demande une grande force de caractère, parce que c'est très dur qu'on a 26 ans, notamment quand on est chef d'entreprise, parce que là, c'est encore différent, c'est qu'on ne se paye pas ou très peu, de se comparer à des amis qui, eux, sortent d'école, vont gagner 35, 40 000 euros, voire 45 000 euros s'ils acceptent un travail bien ingrat au Luxembourg. Et là, c'est très compliqué
de résister à cette pression sociale. Et moi, je l'ai eu, cette pression sociale, de ma mère, pour être clair, qui ne comprenait pas comment je pouvais dire non à un travail à l'époque qui était à 40 000 €, il y a 17 ans, croyez-moi, ça faisait beaucoup d'argent, qui disait, mais comment tu as pu refuser ce travail chez ce grand cabinet d'audit à Luxembourg, c'est pas possible. Et ça, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de liberté d'esprit pour ne pas valoriser le cash immédiatement. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on entend beaucoup le mot start-up qui s'applique à toutes les entreprises. Même certains disent que Facebook est encore une start-up. Donc pour vous, à partir de quel moment on ne peut plus dire qu'une entreprise est une start-up ? C'est très simple, c'est à partir du moment où chaque salarié n'a pas la capacité d'avoir un impact dans le business de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez, typiquement nous, on a des meetings toutes les semaines avec tous les collaborateurs et on écoute les opinions de chacun, on donne la direction, la roadmap, tout ce qui a été fait, tout ce qui va être fait. Et chaque collaborateur a la capacité de s'exprimer et donc d'avoir un impact et de faire légèrement dévier la direction, le cas échéant. Si on n'a plus la capacité de le faire, effectivement, c'est qu'on est un groupe trop gros et qu'il faut passer par des comités et ça devient plus une start-up. David, c'est ma définition personnelle. Peut-être une réponse. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une compréhension différente du mot en Californie, en France, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour moi, encore une fois, ce qui privilégie la start-up, c'est la recherche d'une très très forte croissance ou de fait d'être dans ces situations de très forte croissance que parfois dans mon anglo-saxon on appelle scale-up, c'est à ce moment où les entreprises commencent à décoller très très vite. Et donc, il y a des modèles, enfin vous savez, par exemple, Twitter est une entreprise qui n'est pas rentable. Donc Twitter est une entreprise qui, alors c'est un peu compliqué. Et qui n'a pas de croissance non plus. Et effectivement, mais en fait qui a été à la recherche de ce modèle pendant très longtemps. Après, on trouve pas. Donc effectivement, ce qui est important, en tout cas nous dans la French Tech, on essaie de passer comme message aussi, c'était une start-up, c'est pas deux jeunes personnes dans un garage ou dans un grenier. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui peut avoir plusieurs centaines de salariés, qui est encore dans cette extraordinaire dynamique de croissance. Si l'objectif c'est d'arriver, de créer des entreprises de plusieurs, enfin multinationales et plusieurs milliers d'emplois, on en passe par ces phases de croissance et de très forte croissance. Donc pour moi, le monde de la French Tech, c'est toutes ces startups, c'est à la fois des sociétés qui démarrent, mais des sociétés comme les vôtres ou comme le Blablacar, qui sont encore dans cette phase à la recherche de cette croissance, et donc avoir une définition beaucoup plus large finalement que juste la société qui démarre. On aime bien dire aussi, en général en France on entendait le start, alors que le sujet c'est vraiment le hub, c'est toute cette phase de croissance. Après on ne peut pas mettre de seuil, je pense que c'est compliqué, en tout cas pour moi c'est compliqué. Donc dès qu'il n'y a plus de croissance, on ne peut plus dire que c'est une start-up pour vous, c'est ça ? Alors ça c'est... En fait, je dirais pas ça, mais l'histoire c'est que ce qui est compliqué, en fait, statistiquement, quand vous avez atteint un seuil, quand votre croissance s'arrête pendant longtemps, disons, vous avez atteint une rentabilité, etc., de repartir sur des phases de très forte croissance, statistiquement, ça se produit très peu. Alors, vous pouvez avoir des opportunités business, le marché qui se transforme, il y a des relais de croissance possibles. Mais donc, le modèle de start-up, c'est quand même, encore une fois, statistiquement, parce que la croissance, elle vient quand même plutôt sur les entreprises jeunes, encore une fois, quand on fait des statistiques. Donc, c'est quand même le modèle. Alors, ça prend un certain temps pour décoller, et après, il y a une très, très forte croissance si on va le plus loin possible. Je schématise un petit peu. Mais ce scénario de la PME qui existe depuis 20, 30 ans et tout d'un coup explose, c'est des scénarios quand même, enfin, statistiquement, ça ne se passe pas. C'est pas le modèle. On va prendre une dernière question de la salle et ensuite nous vous quitterons. Ok, oui. Pensez-vous que la politique en fait peut étouffer le développement des startups ? C'est pour la French Tech. Oui, c'est. Alors, je ne sais pas si la politique voulait. Enfin. Par exemple, au niveau régional, si je prends la région Nouvelle-Aquitaine, la représentante de la French Tech est Madame Calmels, donc de droite. Et le président de la région est M. Rousseau, qui est de gauche. Ouais, alors, ce ne sont pas les représentants de la French Tech, c'est surtout les deux hommes politiques. Donc, ce n'est pas les représentants de la French Tech, c'est les entrepreneurs. Je peux vous citer les entrepreneurs bordelais, mais ce n'est pas le cas. Je pense que, alors, ma conviction, c'est que toute l'innovation, l'État, on va dire au sens large, est un acteur d'un écosystème d'innovation. Donc oui, il faut une action publique. Je suis convaincu qu'il faut une certaine action publique.
tout le sujet, c'est de trouver le bon positionnement et de ne pas faire n'importe quoi. Donc je pense qu'effectivement, donc il y a un rôle de là. Alors je décale un tout petit peu votre question sur le politique, les hommes politiques, qui aussi aiment bien faire du marketing politique autour des startups, il faut aussi le dire. Mais il y a une action de l'État, je veux dire, à la fois, alors on peut penser à la régulation, mais on peut penser aux infrastructures, la formation, je veux dire, contribue à la formation des gens. Donc tout ça, c'est très important. Là, dans le cas de la French Tech, par exemple, ça a été une action publique. Je pense qu'on a contribué à diffuser la culture start-up en France. Ça, c'est pas fait. On est là pour soutenir les entrepreneurs, on ne l'a pas fait à leur place. Mais on a essayé de donner un peu d'écho à ça. C'est un exemple, et ça fait avec de l'argent public. Hein. Par contre, je pense qu'il il y a eu souvent une culture un peu interventionniste de l'État, où le fait à un moment d'aller subventionner les start-up, je pense que voilà, ce type d'approche, elle est à tout le moins plus discutable. Mais à l'inverse, je m'inscris plutôt en faux sur le fait de dire il ne faut pas aucune action publique. Le sujet, c'est de trouver la bonne et de reconnaître qu'à la fin, les gens qui font la croissance et qui font grandir ces sociétés, c'est des entrepreneurs et les gens qui travaillent pour les startups. Et ce n'est pas des gens dans de bureaux au ministère de l'économie. Je sais ça parce que c'est mon quotidien. Donc, une fois qu'on comprend ça et comprend comment ça fonctionne, et on essaye de positionner les choses d'une manière bien précise. Merci à vous, merci à tous. On va quitter ce plateau. Merci David, merci Olivier, merci Jean. Ça a été riche, ça a été intéressant. Je pense que nos étudiants ici sont un peu mieux éclairés sur la French Tech et sur la FinTech. Je suis certain que les futurs entrepreneurs sauront non seulement trouver le bon assureur pour les accompagner, sauront se faire financer et puis sauront qui, derrière tout ça, saura les accompagner au niveau international en développant la French Tech. Donc merci à vous et à très bientôt.